capsule 2 est la première étape concrète que vous aurez à réaliser pour votre projet de session. Pour choisir un projet, il faut identifier des projets, il faut les prioriser et ensuite, il faut déterminer sur lequel on va travailler. Et il y a des facteurs de succès qui sont associés à ça. Une mise en contexte. On est dans une compagnie d'assurance qui s'appelle Relax. Elle offre des services, des produits d'assurance automobile, habitation et aussi personnel comme des assurances vie. La compagnie d'assurance Relax a une mission très claire, c'est de protéger les personnes contre les risques. Sa vision, c'est de rendre l'assurance accessible à tous les Canadiens. Ses valeurs, innovation, intégrité, empathie, collaboration. Et ses objectifs, d'augmenter la satisfaction des clients de 5 %, d'augmenter le taux de conversion de 10 % et de maintenir l'équilibre financier. En passant, le taux de conversion, c'est de transformer une soumission en un dossier client ou en un client que l'on dessert avec des produits d'assurance. Les compagnies d'assurance vivent de profonds changements actuellement avec l'avènement des technologies, mais aussi des nouveaux modèles d'affaires comme les InsurTech qui viennent perturber l'économie ou l'industrie. Donc, l'organisation, la compagnie d'assurance Relax cherche toujours à s'améliorer pour pouvoir mieux répondre aux besoins de ses clients, mais aussi, bien sûr, survivre dans cet environnement-là. Donc, il faut se poser la question, quoi améliorer? Ça va dépendre. Améliorer quoi? Ça dépend si on a des processus qui sont documentés et aussi qui sont fiables. Donc, on peut avoir des processus qui sont documentés, ce qu'on appelle cartographiés, donc on a des belles images. Par contre, ces images-là ne sont pas représentatives de la réalité. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir des processus documentés, mais on doit s'assurer aussi qu'ils sont fiables. La même chose du côté des données. Des fois, on va avoir des données quantitatives ou des données qualitatives. On va avoir des tableaux de bord, des indicateurs de performance. D'autres fois, par contre, on n'en a pas. Donc, dans ce cas-ci, si on dit qu'on a des données disponibles, mais qu'elles sont aussi fiables, c'est-à-dire qu'on est capable de s'appuyer sur ces données-là pour prendre des décisions, alors l'identification des projets potentiels est beaucoup plus facile à faire, donc parce qu'on a une compréhension de notre organisation, on a une compréhension de ce qui va bien dans l'organisation, mais aussi de ce qui va moins bien. Ce qu'on va rechercher maintenant, c'est quel type de projet ou qu'est-ce que ces projets-là vont contribuer pour l'organisation. Donc, on va regarder, est-ce qu'on a des projets qui nous permettent d'accroître l'effet de levier sur les objectifs, la mission, la vision, d'améliorer, par exemple, la satisfaction des clients, de contribuer au chiffre d'affaires, soit de diminuer les coûts, soit d'augmenter les ventes, soit de nous permettre de mieux compétitionner avec d'autres organisations dans le secteur. Peut-être que ça a un lien aussi avec d'autres processus qui, eux, ont un impact sur les clients. Donc, des fois, il faut choisir, il faut prendre une étape de recul, améliorer un processus pour nous permettre ensuite d'atteindre d'autres choses. D'autres fois, c'est au niveau transversal, c'est-à-dire que c'est un projet qui va se promener entre les silos de l'organisation. D'autres fois, légal, ça peut être de la sécurité informatique, ça peut être de la sécurité physique, ça peut être au niveau de l'environnement, de la performance des processus clés. Par exemple, dans notre secteur des assurances, on sait qu'on est capable de répondre à une demande d'assurance automobile en moins de 24 heures et on considère que notre organisation est capable de le faire en 72 heures. Donc, clairement, il va falloir améliorer ce processus-là. Et ça peut être aussi au niveau de la satisfaction des employés et bien sûr, il y en a d'autres. Le problème, c'est quand on n'a pas de processus documenté et fiable ou qu'encore on n'a pas de données disponibles et fiables, l'identification des projets potentiels est beaucoup plus difficile. Donc, on part dans le mode un peu Sherlock Holmes où il faut essayer de rechercher soit des indices, soit en y allant avec des entrevues, soit en y allant avec des perceptions. Donc, avant d'identifier les projets potentiels, on va appeler un projet potentiel intuition.
Donc, en fonction de ce qu'on connaît dans l'organisation, mais il faut essayer de comprendre aussi quels sont les processus qui sont touchés à travers ça, obtenir un peu de données préliminaires. Donc, on essaie juste de faire un peu de ménage dans le terrain pour pouvoir arriver là, à identifier un projet potentiel. Donc, le risque est toujours plus grand quand on n'a pas de processus documenté et fiable et de données disponibles que lorsque ça, c'est disponible pour pouvoir là, améliorer des choses. Une fois qu'on a identifié des projets potentiels, ensuite, ce qui reste à faire, c'est de choisir un projet. Donc, si on prend l'exemple de la compagnie d'assurance Relax, vous avez ici différents exemples là, de projets potentiels, des éléments qui sont plus simples, comme rajouter des micro-ondes, qui est le projet numéro 11 pour augmenter la satisfaction des employés, à des projets qui sont beaucoup plus complexes, comme revoir le parcours des clients qui requiert une assurance vie qui est transversale, donc qui est le projet numéro 6. Donc, on a différents types de projets. Je vous suggère de mettre pause et de lire les différents projets potentiels. Bien sûr, on est dans une organisation. Cette organisation-là n'est pas des ressources illimitées, des ressources financières illimitées, des ressources humaines illimitées. Il faut faire des choix. La pire chose qui peut arriver, c'est si on essaie de tout faire les projets en même temps, en plus de réaliser le travail au quotidien. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir peu de résultats. Donc, la priorisation est une étape très importante. Donc, vous retrouvez ici à gauche les projets, de projet 1 à projet 11. Normalement, on ne met pas l'énoncé du projet, mais pour vous aider, il a été intégré. Et on va retrouver aussi dans le haut du tableau, ici, l'accessibilité aux assurances, la satisfaction, les risques, si ça diminue les risques, si ça a un impact sur les délais et si ça a un impact aussi sur l'équilibre financier. Donc, la matrice de priorisation, vous pouvez faire vos lectures, il y en a différentes sortes, mais elles ont toujours le même objectif, c'est de faire un peu de ménage et d'essayer d'apporter un peu d'objectivité dans quelque chose qui peut être très subjectif. Qu'est-ce qu'on devrait choisir? Donc, cette matrice se fait en équipe de travail avec des gens de différents groupes et on détermine la liste des priorités de l'organisation, ce qui normalement devrait être clair. Et ensuite, on accorde aussi un poids. Donc, on va voir ici, donc normalement, ce poids-là peut porter sur 100%. Donc ici, l'accessibilité, ça fait partie de la vision de l'organisation. Donc, c'est quelque chose qui est relativement important. L'équilibre financier aussi, c'est important. Et ensuite, on va regarder la satisfaction, les risques diminués et les délais. Donc, on vient apporter là un poids différent. Ce qu'on va faire pour chacun des projets, c'est qu'on va travailler en équipe pour essayer de déterminer est-ce que le fait de travailler, par exemple, sur le projet 1, d'augmenter le nombre de produits en ligne, ça a beaucoup d'impact sur l'accessibilité aux assurances. Donc, si vous regardez en bas ici, beaucoup d'impact, c'est un 4. Un impact moyen, c'est un 3. 1, c'est peu d'impact et 0, un impact nul. Donc, dans ce cas-ci, on considère d'augmenter le nombre de produits en ligne, ça a un impact très grand sur l'accessibilité aux assurances. Ça a un impact moyen sur la satisfaction des clients, pas d'impact du tout sur les risques, sur la diminution des risques. Ça peut avoir un impact assez minimal sur les délais, mais un grand impact, beaucoup d'impact sur l'équilibre financier, plus particulièrement là, au niveau de l'augmentation des ventes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer le total, qui va être le résultat de l'accessibilité, la satisfaction, les risques diminués, les délais, l'équilibre financier. Et là, ce qu'on va arriver, c'est avec un chiffre de priorisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, par exemple, ici, on voit que le projet 4, qui est diminuer le temps d'évaluation d'une soumission d'assurance, a un chiffre de 330 et que le plus bas, par exemple, digitaliser les processus, on a un chiffre de 20. Petite particularité ici,
Au niveau de l'équilibre financier, de digitaliser tous les processus. Au niveau de l'équilibre financier, c'est même pas un impact nul, ça a un impact négatif. Donc ça, on peut en tenir compte aussi. Donc finalement, on dirait, bon, le projet 4, ça pourrait être le premier projet auquel il faudrait se concentrer. Le projet 6, revoir le parcours des clients qui requiert une assurance vie, ça serait le deuxième projet. Le troisième projet pourrait être l'augmentation du nombre de produits en ligne. Et puis, ainsi de suite. Donc, on pourrait se promener de cette façon-là. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tous les projets n'ont pas les mêmes bénéfices et les mêmes risques. Donc, normalement, on va faire une matrice de priorisation, mais aussi, on va essayer d'établir le portfolio de projets. Le portfolio de projet, c'est qu'on regarde les bénéfices et les risques. Donc, si on reprend les mêmes projets de la compagnie d'assurance Relax, dans cette matrice-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, il y a des projets qui sont des gains rapides. Donc, on élimine les irritants et les ressources disponibles, on les fait si on a le temps, mais ça ne prend pas beaucoup de ressources. Il y a ce qu'on appelle des projets à potentiel élevé. Donc, ceux, ils sont prioritaires pour l'organisation et on va essayer de les faire dès que possible. Il y a des projets qui sont à long terme, donc qui sont à prioriser, mais on a besoin vraiment de l'approbation de la haute direction. C'est en lien avec la vision de l'organisation. Et souvent, les risques, la durée, le coût, etc., ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis enfin, dans le quatrième cadran, on a les projets risqués. Donc ça, c'est ceux qu'on veut éviter. Pourquoi? Parce que les risques sont très grands et en même temps, le retour sur investissement ou les bénéfices ou l'impact sur la stratégie est très limité. Donc si on regarde nos projets, au niveau des gains rapides, souvent, c'est le genre de projet qu'on est capable de faire avec une démarche de résolution de problèmes très rapide. De genre, ce qu'on appelle un blitz kaizen. On fait un petit atelier de travail, on trouve une solution, on a des données et ensuite on les implante. Quand on arrive avec un potentiel élevé, souvent c'est une dynamique un peu plus complexe, donc on doit faire une démarche de résolution de problèmes qui est approfondie et là on va prendre ce qu'on appelle souvent un atelier de travail de type Kaizen où là on va aller chercher plus de données, plus de détails et il va y avoir souvent des groupes multidisciplinaires qui vont pouvoir travailler là-dessus. À long terme, là, ça va dépendre du type de projet. Ça va être soit une démarche de résolution de problème, mais qui est vraiment beaucoup plus détaillée et qui est plus approfondie encore qu'au niveau du potentiel élevé, ou simplement, ça va être un projet de transformation. Et si c'est un projet de transformation, à ce moment-là, on ne parle plus d'amélioration continue, mais on parle d'amélioration radicale. Bien sûr, pour les projets risqués, on n'aborde pas nécessairement une démarche de résolution de problème associée à ça. Donc, si on regarde à long terme, on avait le projet 1 et le projet 6. Donc, le projet 1, c'était l'augmentation du nombre de produits en ligne. Le projet 6, c'était revoir le parcours des clients qui requièrent une assurance vie. Ici, nos bulles sont relativement de la même grosseur, mais la grosseur de la bulle va nous indiquer aussi l'effort qui va être requis pour pouvoir réaliser ces projets-là. Donc ici, ce sont quand même des projets qui requièrent beaucoup d'efforts et si on a besoin de prioriser, parce qu'à long terme, ce sont deux projets qui captent énormément de ressources, on va aller prioriser le projet 6. Pourquoi? Parce qu'il a eu une cote au niveau de la priorisation de 300, alors que le projet 1 a eu une cote de 270. Donc, c'est encore un outil de discussion pour nous permettre de bien déterminer est-ce que c'est nos priorités. L'autre chose aussi qui peut venir, c'est qu'on se dit, OK, on veut revoir le parcours des clients qui requièrent une assurance vie. Peut-être que ça va avoir un impact aussi sur l'augmentation du nombre de produits en ligne. Donc, dans le fond, le 1 viendrait éventuellement s'intégrer au numéro 6. Si on regarde les projets risqués, digitaliser tous les processus, on est arrivé avec un résultat de 20. C'est quelque chose qui est risqué, qui demande énormément de temps, de coûts, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on va éliminer.
Ensuite, des potentiels élevés, ben là, on a différents types de projets. On a les projets 4, 2, 5, 3, 8, 7, avec différents aussi niveaux d'effort requis. Donc, si on voit le 3 requiert plus d'efforts que le 7, le 7 va donner est plus risqué que le 4. Par contre, le 4, en termes de bénéfices, est plus élevé que le 7. Donc là, en fonction de notre matrice de priorisation, ici, on peut regarder que le 4, les risques sont relativement limités. Le 4 qui était diminuer le temps d'évaluation d'une soumission d'assurance. Donc, les risques sont limités et les bénéfices sont relativement hauts. Donc, c'est le genre de projet qu'on pourrait commencer à faire dès que possible avec une équipe multidisciplinaire et puis on pourrait commencer à travailler là-dessus. Donc, c'est prioritaire et les autres, en fonction des ressources qui vont se libérer, on peut aller commencer à travailler là, en fonction de la priorisation, sur les autres projets de ce cadran-là. Les gains rapides, donc on avait 9 et 11, par exemple, diminuer le nombre de formulaires imprimés, rajouter des micro-ondes. Ce sont des gains rapides, ce ne sont pas des choses qui sont compliquées à élaborer. Ça élimine des irritants. Pourquoi? Parce que les formulaires imprimés, on n'a jamais la bonne version, puis là on se trompe, puis ça crée des erreurs, ce type de choses-là. Les faux micro-ondes, tout le monde arrive en même temps pour aller manger, et puis on n'est pas capable de faire chauffer, donc il y a des délais, etc. Maintenant, en fonction de la matrice de priorisation, on choisirait le projet 9. Mais étant donné que c'est des gains rapides, ça élimine les irritants, si les ressources sont disponibles, souvent on va essayer d'aller en faire plusieurs, donc on va aussi aborder le 11. Il faut faire attention, par exemple, d'avoir un bon équilibre dans le portfolio de projet. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir tendance à juste faire des gains rapides au détriment du long terme et du potentiel élevé, ou encore du potentiel élevé et sans gain rapide. Et si on n'a pas de gain rapide, les employés ne voient pas d'amélioration. Donc, c'est vraiment un équilibre entre tout ça. Les facteurs de succès, ça vient se rajouter au choix de projet. Si vous n'avez pas le support de l'équipe de gestion pour un de ces projets-là, ça ne sert absolument à rien de le débuter. Il faut que le projet soit lié à la stratégie de l'organisation, sa vision, sa mission, ses objectifs, on en a parlé. Il y a des efforts qui sont requis en fonction des bénéfices escomptés. Donc ça, on l'a abordé dans le portfolio de projet. Il faut que les risques soient gérables. On l'a abordé dans le portfolio de projet. Les ressources disponibles, on l'aborde aussi dans la priorisation et dans le portfolio de projet. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est qu'il faut que les données soient disponibles et générées souvent. Pourquoi? Parce qu'il faut revoir le portfolio de projet pour s'assurer qu'il est équilibré. Ensuite, ce qu'on veut essayer de faire aussi, c'est que le projet peut être complété en 6 mois. Bien sûr, ça va dépendre. Ça va être plus pour les projets qui sont dans le 3e cadran. Pour ceux qui sont à long terme, on s'abstient de ça. Et pour les gains rapides, on s'abstient de ça aussi. Et un projet, ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien défini. Et ça, on le verra dans la charte de projet. En gros, on veut le bon projet au bon moment, pour les bonnes raisons et pour les bonnes personnes, et c'est comme ça qu'on va avoir du succès. Les points importants à retenir, le choix des projets nous permet de maintenir un portfolio qui est bien balancé et une orientation plus claire sur les priorités. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir contribuer au succès de notre organisation. Et ça doit se faire aussi régulièrement, donc on doit regarder au moins de façon mensuelle la gestion de nos projets afin de s'assurer qu'on utilise nos ressources dans l'organisation de la meilleure façon possible. Vous pouvez avoir plus de détails dans vos lectures qui sont à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'oubliez pas de faire l'atelier de travail qui est en lien avec ça.